tous. Merci à tous les professionnels d'être présents, à toutes les collectivités qui se sont connectées et tous les citoyens qui sont connectés aussi par visioconférence et à toutes les personnes aussi ici présentes au Muséum Aquarium de la ville de Nancy. Voilà, merci à Grand Est Sans Tabac, Addiction France et au Comité national de lutte contre le tabagisme d'avoir organisé cette conférence débat sur le lobbying du tabac et surtout sur les profits qu'engendre l'industrie du tabac sur le dos de la société, on va le dire comme ça. Voilà. On a la chance d'avoir parmi nous Yves Martinet, président du Grand Est Sans Tabac et président du Comité national de lutte contre le tabagisme avec nous, qui va nous faire une intervention sur les profits et à n'importe quel prix. Et voilà. Et on a aussi Amélie Eschenbrenner, responsable communication du CNCT, qui va nous parler des tactiques émergentes de l'industrie du tabac et de la nicotine pour influencer notamment les plus jeunes d'entre nous là-dessus. Nous avons aussi Yves d'Addiction France qui va nous rappeler pourquoi Moi Sans Tabac est très important pour tous les Français et les Françaises qui souhaitent participer. Voilà, il va nous faire aussi un rappel aussi de toutes les entreprises qui participent au Moi Sans Tabac et tous les citoyens aussi. Il y a pas mal de défis en cours auxquels la ville de Nancy aussi participe. Nous avons à la ville de Nancy 3 équipes qui participent au défi Moi Sans Tabac cette année. Et on a aussi la métropole du Grand Nancy via ses clubs de sport professionnels qui participent à ces événements. Et je vais laisser la parole à Marc Tenenbaum, élu à la ville de Nancy en charge de la santé et du territoire ouest de la ville. Bonsoir Marc. Bonsoir Erwan, merci. Bonsoir à vous toutes, à vous tous. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, chers partenaires et amis engagés pour la santé publique, c'est une chance de vous accueillir dans ce lieu emblématique de savoir et de partage, qu'est le Musée Aquarium de Nancy, pour une conférence qui touche à l'un des enjeux majeurs de notre société, la défense de la santé face aux intérêts financiers d'une industrie qui, depuis des décennies, place les profits avant les vies humaines. Je tiens à saluer tout particulièrement mon ami le professeur Yves Martinet, président de Grand Est Sans Tabac et du Comité national contre le tabagisme, dont l'expertise éclaire nos combats depuis des années. Amélie Eschenbrenner, dont les travaux sur les stratégies d'influence de l'industrie du tabac nous alerteront ce soir sur les dangers qui pèsent sur notre jeunesse. Nos partenaires associatifs, Addiction France Grand Est et institutionnels, sans qui cette mobilisation ne serait pas possible. Et surtout, vous toutes et tous, citoyens engagés ou simplement soucieux de comprendre les mécanismes qui, encore aujourd'hui, font du tabac la première cause de mortalité évitable en France. 75 000 vies brisées chaque année, soit 200 morts par jour. Pourquoi ce débat ? Pourquoi maintenant ? Nous sommes en 2025 et pourtant, malgré les progrès indéniables, la France compte désormais moins de 17% de fumeurs quotidiens, une chute historique, Santé publique France l'a dit en 2024. L'industrie de tabac ne renonce pas. Elle se réinvente, contourne les lois et cible méthodiquement nos enfants pour en faire les consommateurs de demain. Les chiffres sont là. 3% seulement des jeunes de 16 ans fument quotidiennement. Une victoire, mais une victoire fragile. Car derrière cette baisse se cache une stratégie d'adaptation. Cigarettes électroniques, puffs colorées, sachets de nicotine, influenceurs sur TikTok. L'objectif reste le même, créer de la dépendance. À Nancy, nous refusons cette fatalité. Nous refusons que nos parcs, nos écoles, nos city-stades deviennent des terrains de chasse pour des industriels sans scrupules. Et c'est pourquoi ce soir, nous levons le voile sur leurs méthodes. Nancy, une ville engagée pour une génération sans tabac, notre collectivité agit concrètement parce que la santé publique ne se décrète pas. Elle se construit terrain par terrain, décision par décision. Depuis 2022, nous avons généralisé les espaces sans tabac.
Dans tous nos parcs et jardins, parce que la nature ne doit pas être souillée par des mégots, ces petits poisons qui mettent des années à se dégrader et qui polluent nos sols. Aux abords de nos écoles, comme celle du Montet, pour protéger nos enfants du tabagisme passif et dénormaliser la cigarette dans leur quotidien. C'est fondamental. Dans nos city-stades, tous les sites sportifs, parce que sport et tabac sont incompatibles et que nous voulons envoyer un message clair à nos jeunes. Votre santé vaut plus que les profits d'une multinationale. Nous sommes fiers d'être une ville libre sans tabac, un label qui engage notre territoire dans une démarche globale. Prévention, accompagnement à l'arrêt et résistance face aux lobbies. Ces mesures ne sont pas anodines, elles sauvent des vies, elles changent les mentalités et les résultats sont là. La France est aujourd'hui le pays européen où le tabagisme chez les adolescents a le plus baissé. 4 millions de fumeurs en moins depuis 2014. Mais ne nous arrêtons pas là. Ce soir, nous passons à l'offensive. Informer pour résister. Cette conférence n'est pas qu'un constat, c'est un appel à la vigilance collective. Vigilance face aux nouveaux produits, les cigarettes électroniques, les perles de nicotine, les puffs au goût sucré. Ce ne sont pas des alternatives inoffensives, ce sont des pièges. Des pièges conçus pour contourner la loi et créer une nouvelle génération de dépendants. Vigilance face aux réseaux sociaux où des influenceurs, parfois sans le savoir, banalisent la consommation de nicotine auprès des jeunes. Vigilance face aux lobbies qui dépensent des millions pour retarder les réglementations et faire passer leur intérêt avant la santé publique. Ce soir, le professeur Martinet et Mme Amélie Eschenberner nous donneront les clés pour décrypter ces stratégies. Ils nous montreront comment, ensemble, nous pouvons protéger nos enfants en leur donnant les outils pour résister à la pression du marketing, exiger plus de transparence sur les produits et leurs dangers réels, soutenir ceux qui veulent arrêter parce que chaque cigarette non fumée est une victoire. Un appel à l'action, agissons ensemble. Cette conférence n'est qu'un début. La bataille pour une société sans tabac se gagne chaque jour et elle gagne avec vous. Parents, éducateurs, parlez à vos enfants des dangers du tabac et de la nicotine. Un jeune informé est un jeune protégé. Citoyens, soyez des relais d'information, partagez ce que vous apprendrez ce soir. Associations, professionnels de santé, continuons à travailler main dans la main pour élargir les espaces sans tabac et renforcer l'accompagnement à l'arrêt. Mesdames et messieurs, ce soir, nous ne sommes pas seulement réunis pour décrire un problème, nous sommes réunis pour construire une solution. La France a prouvé qu'il était possible de faire reculer le tabagisme. Nancy montre qu'une ville peut agir concrètement pour protéger ses habitants. Mais le combat n'est pas terminé. Ah oui, l'industrie du tabac est puissante. Oui, ses méthodes sont insidieuses, mais nous serons plus forts. Plus forts parce que nous avons la vérité de notre côté. Plus forts parce que nous avons la santé de nos enfants comme boussole. Plus forts parce qu'ensemble, nous formons une communauté déterminée à ne plus laisser les profits dicter notre avenir. Alors ce soir, informons-nous, indignons-nous, mobilisons-nous. Parce qu'un monde sans tabac n'est pas une utopie, c'est un choix, et ce choix, nous pouvons le faire ici et maintenant. Je vous remercie pour votre présence, votre engagement. Je vous souhaite une conférence riche en enseignements et en détermination. Et je fais une petite parenthèse, j'étais un petit peu fier de nous lorsque j'ai eu une interview il y a quelques mois, au moment où le gouvernement a pris le décret sur les zones sans tabac. J'ai eu une interview sur France Culture. Nous étions invités de 3 villes à nous exprimer. Et à Nancy, nous avions devancé ces mesures. Et j'avoue que je n'étais pas peu fier que nous l'ayons fait avant. Merci Yves, merci toutes tes équipes, parce que c'est quand même toi qui es venu au début du mandat nous chercher pour que nous organisions Nancy Ville Libre sans tabac. Et toutes les mesures que nous avons prises, tu y as largement participé, tu les as encouragées. Voilà. Je vous remercie. Alors, je passe la parole à qui ? C'est le retour d'une loi sans tabac qui met les fumeurs au défi de ne pas toucher une cigarette pendant 30 jours.
Un mois d'émotion, un mois de défis. Participer à Mois sans tabac augmente vos chances de devenir ex-fumeur. Inscrivez-vous sur moissantsabat.fr. Bienvenue pour cette 10e édition du Mois sans tabac. Ce clip 2025 lance la 10e édition, une édition exceptionnelle parce que nous avons de bons résultats depuis l'action qui est menée depuis 2016. Nous avons pour la population 18 à 75 ans 4 millions de fumeurs en moins. Et en France, les jeunes n'ont jamais aussi peu fumé. Donc c'est un grand succès. Et pour le Grand Est, c'est un succès également parce que nous avions comme objectif en 2026 d'avoir un taux de fumeurs inférieur à 20% de la population. Et ce taux de fumeurs de 20%, eh bien, nous l'avons atteint il y a 2 ans. Donc c'est un objectif qui fonctionne. Le Mois sans tabac, c'est une démarche qui rassemble des femmes et des hommes qui, pendant un mois, vont venir accueillir, entendre, informer, accompagner des fumeurs pour leur expliquer les bienfaits de l'arrêt du tabac. Des bienfaits, c'est aussi de la liberté retrouvée. Ce sont des gens qui sont accueillis avec bienveillance, sans jugement, sans culpabilisation. Donc le Mois sans tabac, c'est une démarche collective qui se veut positive. Et puis le Mois sans tabac, eh bien, ça fonctionne, puisque si on prend un des aspects du Mois sans tabac, lorsque l'État investit 1 euro dans le Mois sans tabac, ce sont 7 euros de dépenses de santé en moins. Et dans les projections qui sont faites jusque 2050, on s'aperçoit que on va pouvoir libérer 2800 emplois équivalents temps plein. Donc dans une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé, ça n'est pas négligeable. C'est aussi des milliers de cancers en moins. Et donc le Mois sans tabac est une démarche qui fonctionne. Alors concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, ce sont 250 événements qui ont lieu en Grand Est, dans les 10 départements de notre région, et qui permettent de rencontrer les personnes, soit de manière ludique, soit de manière informelle, toutes sortes de populations. On travaille avec des jeunes collégiens, jusque dans les EHPAD, parce qu'il n'y a pas d'âge pour arrêter. Et ce que l'on dit toujours, c'est que vous n'avez pas été seul pour démarrer à fumer, eh bien vous ne serez pas seul pour arrêter. Et donc l'intérêt, c'est de vous accompagner dans différentes formules. Dans le cadre de cette 10e édition, nous avons édité un magazine où on a essayé d'apporter des informations claires, ludiques et pratiques, toujours dans un esprit de bienveillance, avec un dossier spécial périnatalité qui permet aux femmes et aux hommes, parce que la responsabilité, elle est double lorsqu'on attend un enfant, c'est que chacun est responsable pendant cette période de son tabagisme et de l'impact négatif qu'il peut avoir sur la conception. C'est une 10e édition, donc on essaie de faire des actions un peu plus originales ou un peu plus marquantes. On en a 2 en ce moment. La première, c'est que nous avons été contactés par des professionnels du cinéma qui sont venus nous voir et qui nous ont dit eh ben pour cette 10e édition dans le Grand Est, on aimerait bien faire quelque chose. Alors on leur a dit écoutez, puisque vous faites du cinéma, eh ben montrez-le nous. Et donc ils ont tourné un clip qui est en lien avec le tabac et l'environnement que je vais vous diffuser. Daniel! Ah oui, pardon. Mais enfin, Daniel! Quoi? Oui.
Ça va. Ah, t'en rates pas une, hein. Il est biche, Daniel. Tip top. Oui, au travers de ce clip de 30 secondes, ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est que le tabac, ça a aussi un impact sur l'environnement. C'est chaque année 200 000 hectares de forêt qui brûlent, et donc c'est aussi une responsabilité du fumeur. Dans le cadre de cette 10e édition, nous avons monté un certain nombre de challenges avec des structures de santé ou de prévention. Nous avons plus d'une trentaine d'équipes qui participent à un challenge tout au mois de novembre. Chaque semaine, nous avons des défis sur Internet à réaliser. Et donc, on voit que la mobilisation prend bien, les professionnels et de la santé et de la prévention, mais nous avons aussi des entreprises qui participent à ce challenge. Et donc, il y a une bonne émulation qui se crée. Et puis, ici à Nancy, avec le Grand Nancy, avec les équipes professionnelles du sport de Nancy, avec les clubs sportifs, nous avons lancé un challenge sportif qui fonctionne bien. Et tout au mois de novembre, pendant les matchs, aux arrêts de jeu, au mi-temps, nous sommes là pour diffuser des clips d'information. Nous sommes là sur des stands pour proposer aux spectateurs, aux sportifs, de tester leur taux de monoxyde de carbone, pour leur donner des informations. Donc, la 10e édition, c'est quelque chose qui se passe sur le terrain et qui, vous le voyez, est quelque chose de positif. Et pour terminer sur cette 10e édition, on a voulu, bien évidemment, puisque lorsqu'on est à la 10e édition, on veut marquer un grand coup. Et je vous disais que nous avions de bons résultats en matière de consommation de tabac. Je vous le répète, 4 millions de fumeurs en moins depuis 10 ans et des jeunes qui n'ont jamais autant fumé. Alors vous pourriez me dire, peut-être on pourrait s'arrêter là. Malheureusement non, parce que nous avons un ennemi caché qui bénéficie d'une intelligence maligne et qui, par de multiples procédés, de multiples dérives, essaie d'attirer de nouveau des clients, des chalands. Et c'est tout l'enjeu de la conférence de ce soir, de vous présenter les dérives du tabac et de montrer que l'industrie du tabac privilégie ses profits avant la santé. Et donc je vous laisse avec les deux intervenants de cette conférence qui vont vous démontrer avec des appuis scientifiques éprouvables cette démarche. Bonne soirée. Merci. Eh bien, bonsoir. Merci à l'assistance, essentiellement féminine, puisque ce sont 100% de femmes qui sont dans l'assistance. Et merci pour l'organisation, parce que c'est relativement complexe. Malheureusement, le temps n'est peut-être pas de la partie. Je suis content aussi d'être dans cet amphithéâtre à Nancy, puisque Nancy est une des 3 villes pilotes qui ont initié le programme de Ville libre sans tabac, qui est un programme qui a été créé par Grand Est sans tabac. Grand Est sans tabac qui a été créé il y a 9 ans. Et comme l'a dit le docteur Mark Tenenbaum, c'est quelque chose qui avance bien. C'est pas si facile que ça à mettre en route. Il y a des écueils, mais on arrive progressivement à faire en sorte que la consommation de tabac soit dénormalisée dans le cadre d'une grande ville et d'une agglomération. On espère que ça va sourire vers l'agglomération telle que Nancy. Encore merci Marc pour ton accueil et pour l'accueil de Monsieur le maire il y a quelques années. Donc moi je vais parler en premier. C'est peut-être pas élégant, mais c'est comme ça. C'est projeté, là on avance. Voilà, voilà. Dans l'autre sens ? Ah bon. Alors, si, c'est pas grave. Elle se tient dans l'autre sens. Ah bah oui, mais là, il faut que je recule, non ? Allez-y, vous me le mettez. S'il vous plaît. Merci. Voilà. J'appuie sur lequel ? Ah, d'accord, je l'avais de mon côté. Merci bien.
Donc, les déterminants commerciaux de la santé. Alors, tout d'abord, je n'ai aucun lien ni conflit d'intérêt avec l'industrie du tabac, l'industrie de la nicotine, l'industrie de la cigarette électronique et l'industrie pharmaceutique. Alors, on va parler des déterminants. Vous m'avez coupé un morceau de mon exposé. C'est pas vrai, ça. Qu'est-ce que vous avez pris comme exposé? Bon, c'est pas grave. Les déterminants commerciaux de la santé, ce sont les systèmes pratiques et moyens par lesquels les acteurs commerciaux influencent la santé et l'équité. Alors, les deux mots, la santé puis l'équité. La santé, il y a des maladies qui sont transmises, qui sont liées à la consommation de ces produits. Ce sont essentiellement les maladies non transmissibles. Et si l'on prend l'industrie de l'alcool, l'industrie du tabac, des aliments ultra-transformés et des combustibles fossiles, ces 4 industries sont responsables de plus du tiers des décès dans le monde. Et ces déterminants commerciaux de la santé agissent aussi au niveau de l'équité, puisque les maladies non transmissibles sont des marqueurs sociaux et des facteurs d'appauvrissement des individus et des pays. Alors, comment ça fonctionne, les déterminants commerciaux de la santé? C'est relativement simple. Vous avez du côté gauche des compagnies transnationales qui vont vendre un produit. Ici, le produit, c'est la cigarette. Vous avez donc un échange d'argent qui va venir de la société qui achète le produit, consomme le produit, et cet argent est transféré à la compagnie transnationale. Seulement, en plus du transfert d'argent, vous avez des externalités. C'est-à-dire que la consommation de ces produits se traduit par des complications, si on veut, au niveau de la société. Alors, d'abord, les troubles pour la santé, on reviendra là-dessus. Inégalité sociale, je l'ai cité, on reviendra dessus. Impact écologique. Et tout ceci est supporté, ce poids est supporté par les finances publiques, mais aussi par les ménages. Et a été évalué le coût social du tabac en France à 156 milliards. Alors, le tabac, c'est le modèle paradigmatique des déterminants commerciaux de la santé. C'est un produit dont la consommation est totalement inutile. C'est la première cause de mort prématurée évitable, c'est-à-dire les 75 000 morts par an dont apportent les marques, on pourrait les éviter. C'est 100 millions de morts au XXe siècle et c'est 1 milliard de morts au XXIe siècle si rien n'est fait. Et ces 4 compagnies, on va voir, fonctionnent en cartel. Je reviendrai dessus. Et l'intérêt des déterminants, d'études des déterminants commerciaux de la santé, c'est que c'est une prise de conscience des méfaits du tabac au XXe siècle qui a amené à une réponse de l'Organisation mondiale de la santé qui a créé la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac et qui est en œuvre maintenant depuis 2005. Et c'est un modèle d'organisation qui est cohérent, qui est complet et international. Et d'ailleurs, Madame Amélie Eschenbrenner était à Genève la semaine dernière pour la COP, c'est-à-dire la conférence des parties dans le cadre de la Convention cadre. Alors, de quoi parle-t-on? On parle d'un commerce qui tourne autour de la nicotine. Alors, la nicotine, c'est une drogue qui est puissante et triste. Alors, je ne fais pas l'apologie de M. Houellebecq, mais dans la première page de son ouvrage intitulé « Sérotonine », il décrit exactement à quoi correspond l'addiction à la nicotine. Le soulagement que m'apporte la première bouffée est immédiat,
d'une violence stupéfiante. La nicotine est une drogue parfaite, une drogue simple et dure, qui n'apporte aucune joie, qui se définit entièrement par le manque et par la cessation du manque. Nicotine, c'est une drogue triste. Alors c'est une drogue puissante. Qu'est-ce que ça veut dire une drogue puissante? C'est une drogue dans laquelle on entre facilement et de laquelle on se débarrasse difficilement. Si vous prenez 3 jeunes adolescents qui vont essayer une première cigarette pour voir, 2 d'entre eux seront au moins temporairement fumeurs journaliers dans leur vie. Donc on y entre très rapidement, puisque 2 jours après la première cigarette, 10% des enfants perdent leur autonomie, c'est-à-dire qu'ils deviennent dépendants. Et on en sort difficilement. C'est une des drogues les plus dures sur le marché actuellement. Si on compare sur ce schéma un peu complexe des sujets qui sont dépendants à différentes drogues et qui vont être pris en charge, et on va comparer les bras placebo dans le cadre du traitement, eh bien on voit que en l'absence de tout traitement efficace, vous voyez que les personnes qui sont addictes aux opioïdes, quasiment la moitié va pouvoir arrêter sans traitement. Il en est pareil pour la cocaïne. Par contre, les 2 drogues qui sont licites en France, vous avez l'alcool et la nicotine. Eh bien, 8% seulement des sujets qui sont dépendants à la nicotine vont arrêter sous placebo. Alors la nicotine, maintenant, classiquement, elle était vendue sous forme de tabac qu'on fumait, cigarettes, pipes, cigares, etc. Ça reste quand même, il ne faut pas se leurrer, la base du profit de l'industrie du tabac, sous la forme de cigarettes. Mais maintenant, l'industrie commercialise d'autres produits tels que le tabac chauffé. Alors personne ne sait en général, sauf les utilisateurs, ce que c'est que le tabac chauffé. Ça se présente un peu comme un gros stylo dans lequel on va mettre une cigarette courte et il y a une lame qui va pénétrer la cigarette et qui va chauffer la cigarette. Et il y a une vapeur qui va être inhalée par le consommateur. Les effets pour la santé sont de même nature à peu près que ceux liés à la cigarette. Après, vous avez les cigarettes électroniques. Bon, je pense qu'on va en parler plus tard. Ça, je vais arrêter là-dessus. Il y a le snus. Ce n'est pas commercialisé en France, mais ça se vend en France un peu sous le manteau. C'est un tabac suédois qu'on met entre la joue et la gencive. Et puis, vous avez les sachets de nicotine. Alors, les sachets de nicotine sont des petits sachets, comme des petits sachets de thé dans lesquels il y a des fibres végétales et de la nicotine et des arômes. Et ces sachets, on va les mettre entre la joue et la gencive et la nicotine va être absorbée à ce niveau-là. Normalement, mais rien n'est garanti parce que le Parlement peut toujours revenir sur une décision, les sachets de nicotine devraient être interdits en France à la vente à partir d'avril 2026. Alors, l'industrie promeut, jusqu'à maintenant, on avait le tabac, c'était une drogue pour, etc., avec le cow-boy, etc. Mais ça, c'est mort, c'est fini. Maintenant, l'industrie assure la promotion d'une nicotine qu'elle décrit comme récréative. Mais elle va d'abord augmenter le pouvoir addictif de la nicotine en renforçant, en augmentant les concentrations dans les différents produits qu'elle vend. En mettant la nicotine sous forme de sel, parce que la nicotine sous forme de sel est bien plus facilement absorbée et plus efficace comme drogue que la nicotine sous forme de base. L'utilisation de la nicotine de synthèse est encore anecdotique pour l'instant en France, c'est la métatine essentiellement, mais progressivement, il va y avoir des produits qui vont être vendus avec de la métatine parce que ça permet de contourner la loi. La loi parle de nicotine, mais ne parle pas de métatine.
sachant que la métatine, c'est de la nicotine légèrement modifiée par la chimie, mais qui a un pouvoir addictif un peu supérieur à la nicotine de base. Donc ça, ce sont les analogues de synthèse de la nicotine et la métatine. Et puis, mais alors là, je vais ne pas aller beaucoup plus loin, il y a les arômes, l'utilisation des arômes. Pourquoi on ajoute des arômes dans les produits? C'est simple, c'est pour séduire les adolescents parce qu'ils ne vont pas aller à consommer de la nicotine comme ça, c'est désagréable. Donc ça cache le côté désagréable et c'est séduisant. Et une fois qu'ils ont été hameçonnés, ils sont addicts à la nicotine. Je vais passer là-dessus. Ça, c'est les produits en vente. Vous verrez les cigarettes électroniques. Et l'industrie du tabac, eh bien, c'est un cartel. Dans le monde, actuellement, si on oublie la Chine dite populaire, il y a 4 grandes compagnies qui fabriquent et qui commercialisent du tabac, à un chouïa près. Il y a une compagnie américaine, Philip Morris International, 2 compagnies british, qui sont British American Tobacco et Imperial Brands, et une compagnie japonaise, Japan Tobacco International. Et regardez, les profits en 2019, donc ça a bien augmenté depuis, les profits, attention, je dis les profits, c'est ce qui reste quand on a tout payé, le produit, les personnels, la commercialisation, etc. C'est absolument monstrueux puisque c'est de l'ordre de, j'ai du mal à lire, 60 milliards de dollars. Alors le cartel du tabac est un cartel qui est menteur. Il a toujours menti. Il a menti par rapport aux risques liés au tabagisme actif et passif. Il a menti par rapport à l'addiction, le pouvoir addictif du tabac. Et il a menti, et il ment encore, sur le ciblage des jeunes. Et c'est une industrie qui est délinquante, puisqu'elle achète des politiques dans tous les pays. Elle organise en partie la contrebande, en particulier en Europe. Elle manipule la société civile. Elle corrompt la recherche en organisant une recherche qui a pour objet de démontrer ce qu'elle veut démontrer, qui ne respecte pas les réglementations. Par exemple, vous savez que la vente de tabac et de nicotine est interdite en France aux mineurs de moins de 18 ans. Et en fait, en France, actuellement, encore plus du tiers des buralistes vend allègrement du tabac, donc une drogue dure qui tue, à des mineurs. Elle contrôle l'établissement des normes, je ne rentrerai pas dans le détail, et elle a vraiment elle contourne les réglementations. Par exemple, IQOS, vous savez, le produit tabac chauffé qui est fabriqué par Philip Morris International, eh bien, ils sont en train de produire non plus des petites cigarettes de tabac qu'on met dedans, mais des petites cigarettes avec du thé matcha et avec de la nicotine rajoutée. Et là, ce n'est pas interdit, puisqu'il n'y a pas de tabac, et donc ce n'est pas un produit du tabac. Donc voilà le genre de démarche de cette industrie. Alors ça, c'est la démonstration de la manipulation de la norme. C'est très simple, c'est intéressant parce que en fait, c'est toujours la même stratégie de l'industrie du tabac. Dans les années 20, 30, en fait, aux États-Unis, les hommes fumaient beaucoup, mais les femmes ne fumaient pas parce que c'était un marqueur de mauvaise vie, globalement. Et donc, les industriels se sont dit, c'est quand même bizarre, on pourrait peut-être quand même, on a la moitié de la population qui pourrait fumer et qui ne fume pas. Donc, ils ont organisé le 31 mars 1929, alors c'est la Easter Parade, c'est une parade qui a lieu à New York, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est le jour de Pâques, les gens défilent, on mange, on s'amuse, il y a des manèges, etc. Et donc, ils ont organisé ce qu'ils ont appelé la
la marche des Torches of Freedom. C'était des femmes séduisantes qui fumaient des Lucky Strike et qui ont descendu les avenues de New York en présence de journalistes, journalistes papier, journalistes radio à l'époque. Et l'idée était de faire en sorte que ça devienne à la mode pour fumer pour les femmes. Eh bien, le résultat a été extrêmement efficace, d'abord aux États-Unis, puis en Grande-Bretagne, puis en Europe continentale, puisqu'alors qu'il n'y avait quasiment pas de femmes qui fumaient en Grande-Bretagne, eh bien, il y avait 50% des femmes de 35 à 59 ans qui étaient fumeuses en 1970. Donc, c'est une stratégie efficace. L'industrie manipule la norme. Alors, en réponse, vous avez la convention cadre de l'OMS, qui est le premier et le seul traité international de santé publique, qui a été, c'est Madame Gro Harlem Brundtland qui était présidente de l'OMS à l'époque. Actuellement, il y a 181 parties à ce traité international. Il est entré en vigueur, je vous l'ai dit, en 2005, et il concerne l'offre, la demande et la réduction des risques. Et en fait, ce qu'on fait ici à Nancy par rapport à Ville Libre sans tabac, c'est simplement de mettre en œuvre les recommandations de l'OMS à l'échelon local. Alors, je vais vous passer les principales mesures de la CECLAT. Et le tabagisme, actuellement, une lueur d'espoir par rapport à la CECLAT. Vous avez une baisse de la consommation de tabac des étudiants. Regardez, ça c'est l'enquête ESPAD 2024. Marc en a parlé un peu. À 15-16 ans, vous avez une chute. Regardez, la France, qui est en bleu, vous avez une cassure à partir de 2019. Et nous avons maintenant des résultats meilleurs que la moyenne européenne. Voilà, ça c'est une autre façon de vous présenter ce résultat. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un exposé, ce n'est pas l'exposé que j'ai envoyé, ça c'est un exposé qui était prévu pour la Cour des comptes, ça ne vous intéresse pas. Et en conclusion, consommation de tabac n'est pas une fatalité. L'Organisation de la lutte contre les déterminants commerciaux de la santé peut prendre modèle sur celle qui a été mise en œuvre contre le tabac, qui a démontré son efficacité et sa rentabilité financière. Nécessité de décloisonner, alors ça c'est globalement par rapport aux déterminants commerciaux de la santé. On travaille tous en tuyau d'orgue, c'est-à-dire le tabac, l'alcool, les aliments ultra transformés ou les produits tels que pétrole, etc. Et en fait, les approches sont communes, c'est-à-dire que en particulier, ils ont les mêmes cabinets d'avocats qui défendent un coup le pétrole, un coup le tabac, un coup l'alcool. Donc, il est nécessaire de décloisonner les différentes expertises dans la lutte contre les déterminants commerciaux de la santé, environnement, social. Et si vous voulez aller plus loin, vous allez sur le site du Comité national contre le tabagisme et allez sur le site de Génération sans tabac. C'est quelque chose qui a été créé par Amélie, en grande partie. C'est un site sur lequel vous pouvez aller tous les jours. Vous avez une actualité par rapport au tabac, pas seulement française, mais européenne, internationale, francophone et anglophone. Je vous remercie. Merci Yves, merci à tous d'être là et merci de m'avoir invité pour cette présentation. Donc, je vais moi rentrer un peu plus dans le concret et vous montrer les tactiques émergentes de cette industrie nocive, donc du tabac et de la nicotine, pour influencer les jeunes. Et je vais particulièrement rebondir sur ce que Yves a dit, qui fait que l'industrie du tabac prône désormais une nicotine récréative, parce que c'est vraiment devenu le cas.
de nos jours. Je ne vais pas revenir précisément sur ce qu'il va dire et les différents produits parce qu'il a déjà fait un petit état des lieux, mais c'est vrai qu'on assiste, et ce n'est pas seulement en France, mais également à l'échelle mondiale, à une réduction assez importante de la consommation de tabac. Depuis de nombreuses années, ça fait 2 décennies notamment depuis que la Convention cadre a été mise en place, que dans de nombreux pays, surtout occidentaux ou anglo-saxons, où le tabagisme a tendance à baisser de manière très importante, donc aussi bien chez les jeunes, mais également chez les adultes. Donc tout ça, évidemment, ça fait du mal à leur profit, même s'il reste toujours très important. Mais il faut trouver d'autres solutions pour recruter de nouveaux consommateurs, mais aussi pour maintenir les consommateurs actuels dans la dépendance et aussi attirer les consommateurs qui cherchent justement à arrêter de fumer en proposant des alternatives prétendument moins nocives. Donc on a évidemment le tabac chauffé, comme Yves l'a indiqué, mais également les sachets de nicotine qui sont en plein essor dans de nombreux pays, mais qui devraient être interdits, espérons, d'ici le 1er avril 2026. Il y a également toute une série de produits du vapotage qui ont aussi fortement évolué depuis que ces produits sont arrivés sur le marché. On pense encore à la grosse cigarette électronique qu'il faut remplir avec un liquide qui est arrivé il y a 15 ans sur les marchés. Ces produits ont beaucoup évolué. On a eu récemment les puffs, donc les cigarettes électroniques jetables, peut-être que vous en avez entendu parler, qui sont très colorées avec de très nombreux arômes et qui sont très rapidement devenus très populaires chez les jeunes. Ces produits ont été officiellement interdits en février 2025 en France. On va voir un peu plus tard que même si ces produits ont été interdits, ils ont trouvé un moyen de contourner cette interdiction et on retrouve un peu des produits similaires. Comme je l'ai dit, donc ce n'est pas forcément une tendance proprement française d'avoir une réduction du tabagisme. On assiste à peu près à cette tendance dans de nombreux pays, surtout anglo-saxons, où chez les jeunes et les adolescents, on retrouve très très peu de fumeurs quotidiens. 1% en Angleterre chez les 11-15 ans, donc on est à 3% chez les 16 ans en France. Tendance similaire aux États-Unis, en Suède ou en Nouvelle-Zélande. Mais à côté, il y a une autre menace, donc on a beaucoup moins de fumeurs, mais à l'inverse, on a beaucoup plus de jeunes, d'adolescents qui consomment du vapotage, qui consomment des produits oraux de la nicotine, comme les sachets ou les perles de nicotine. Donc ça, c'est même chez les jeunes qui n'ont jamais été fumeurs auparavant. Donc on voit un peu que cette nouvelle tendance arrive. Donc en fait, c'est une dépendance nicotinique, mais qui arrive sous d'autres formes. Donc là, juste une illustration des produits récents qu'on peut trouver en France qui sont des produits de la nicotine. Donc en haut, à gauche, vous voyez des sachets de nicotine. Donc vous voyez très bien que la boîte est quand même très bien pensée d'un point de vue marketing, très colorée, qui parle bien aux jeunes, avec aucun avertissement sanitaire. Donc on ne voit pas forcément que c'est un produit qui est très addictif. Parce que à titre d'illustration, par exemple dans les gommes qu'on peut mâcher en termes de sevrage tabagique, le taux maximum, si je ne me trompe pas, est de 4 mg. Dans ces sachets-là, ça peut aller jusqu'à 50 mg par sachet. Donc on voit que le taux est quand même très très important et qui facilite énormément l'addiction, surtout chez des jeunes et des non-fumeurs, des adolescents qui n'ont pas encore atteint leur maturité cérébrale. Donc c'est des produits qui sont très très addictifs. Et évidemment, plus on commence, plus il est difficile de s'en défaire. À côté, j'ai voulu en parler parce que j'ai trouvé ça assez ahurissant quand on l'a vu sur le marché. C'est une cigarette électronique qui possède un écran, comme un téléphone portable, sur lesquels se trouvent des jeux vidéo. Donc là, par exemple, on a, peut-être que certains s'en souviennent, à l'image à l'époque des Tamagotchi, où il fallait du coup nourrir un peu son animal virtuel. On retrouve un peu ce nouveau jeu sur des cigarettes électroniques. Donc, et évidemment, comment on fait pour nourrir cet animal virtuel? Il faut vapoter. Plus on vapote, plus on a de l'argent virtuel, plus on peut nourrir son animal virtuel. Donc c'est vraiment un moyen de fidéliser le consommateur, de l'inciter à consommer toujours plus. Et évidemment, on se doute bien que vu la forme de l'objet et ces jeux, que c'est quand même un public très jeune qui est ciblé. On a également un autre jeu dessus qui est un concours de bouffées.
Donc évidemment, ce sont des produits qui se connectent au Bluetooth. Donc là, le consommateur est invité à consommer le maximum de bouffées, à partager son score sous les réseaux sociaux, et la personne qui a vapoté le plus dans un temps imparti reçoit un cadeau qui est généralement, donc là, c'était une console de jeu. Donc encore une fois, ce sont des démarches qui sont très incitatives, qui sont vraiment destinées aux jeunes et pas vraiment à un public de fumeurs adultes qui sont juste désireux d'arrêter de fumer. C'est vraiment pour recruter des consommateurs. On a un produit encore plus récent qui est arrivé en France, nous on l'a constaté il y a quelques mois. Ça s'appelle NicoStrip, donc c'est des petites bandelettes de nicotine qui se glissent sur la langue, qui sont aromatisées. Donc c'est quelque chose de très très fin, très discret, qui est présente en plusieurs arômes. Donc là, vraiment, l'argument marketing qui est autour, c'est, vous voyez, vous pouvez consommer votre nicotine dans des endroits où il est généralement interdit de fumer et de vapoter. Donc, par exemple, au cinéma, dans les restaurants, ou pourquoi pas en classe ou au travail. Où on a encore une sorte des chichas électroniques. Donc ça aussi, c'est quelque chose maintenant qui se transporte assez facilement. Avec de très nombreux arômes qui se partagent, etc. Donc non seulement d'un point de vue d'addiction, mais aussi d'hygiène, ce n'est pas forcément le meilleur choix. Donc c'est vraiment des produits qui sont conçus pour recruter de nouveaux consommateurs et de les maintenir dans cette dépendance à la consommation. Donc j'ai évoqué aussi donc, les cigarettes électroniques avec des écrans. Donc ça, c'est un tout nouveau modèle qu'on a constaté. Donc c'est une cigarette électronique sur lesquelles on peut, donc il y a un podomètre, il y a une calculatrice, on peut même passer des appels, donc on connecte sa cigarette électronique par Bluetooth à son téléphone et on peut passer des appels. Pour avoir effectué le test, cela fonctionne très très bien. Il y a également des jeux, etc. Donc c'est vraiment devenu un accessoire en fait technologique comme un smartphone à posséder. Il y a différentes couleurs, etc. Donc même incitatif à la collection. Et pour le prix, donc c'est très abordable. Donc ça coûte environ 15 €. Donc voilà, ça reste quand même très très accessible pour des jeunes. Donc voilà, il y a toute une gamme de produits qui sont arrivés sur le marché très récemment. Donc non seulement qui contiennent de la nicotine, mais il y a aussi une confusion avec d'autres substances. Ce sont les mêmes fabricants qui mettent ça sur le marché, mais on retrouve aussi par exemple des sachets de nicotine ou des produits du vapotage qui contiennent du THC ou du CBD ou de la caféine. Mais en fait, ça se consomme de la même manière et c'est vraiment mis sur le marché un peu pour entretenir le doute, la confusion chez les consommateurs parce qu'ils ne sont plus vraiment certains de ce qu'ils consomment. C'est une tendance qu'on voit quand même davantage, par exemple, aux États-Unis, mais qui commence à arriver vraiment en France. Et évidemment aussi, donc, ces produits ils sont fortement promus donc, sur les lieux de vente et sur Internet, et souvent ils sont mis l'un à côté de l'autre, donc on ne sait pas trop si on va acheter par exemple un sachet de nicotine qui contient de la nicotine, un sachet qui contient de la caféine ou d'autres produits énergisants, ou du THC. C'est vrai que souvent, c'est indiqué en très petit, comme les notes de pas de page, donc on ne sait pas vraiment ce qu'on consomme. Et ça, c'est une stratégie qui est évidemment bien pensée par l'industrie pour justement entretenir cette confusion. Donc là, on a des illustrations. Donc à gauche, vous avez une cigarette électronique qui se remplit avec du liquide au CBD. Donc vous voyez, c'est à peu près le même format que les cigarettes électroniques classiques. À côté, ce sont des sachets de nicotine pas de nicotine du coup, des sachets oraux avec du CBD. Et à côté encore, ce sont des sachets qui contiennent de la caféine. Donc là, ils sont vraiment promus comme étant énergisants, beaucoup plus sains, qui aident à la performance. Donc ça, c'est surtout promu auprès des sportifs, des jeunes, justement. Tiens, vous êtes en période d'examen, vous êtes stressé, vous avez besoin de concentration. On va vous proposer ces produits-là qui sont également promus sur les réseaux sociaux. Je vais vous en parler un peu plus loin. Là, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails des chiffres, mais au CNCT, on fait une étude sur les réseaux sociaux, justement, où on analyse un peu toutes ces publicités. Juste pour rappel, il est interdit de faire de la publicité pour les produits du tabac et de la nicotine sur les réseaux sociaux. Ce n'est évidemment pas respecté. Donc nous, on surveille ça de très près sur les réseaux comme Instagram, Facebook, TikTok, etc.
on voit qu'il y a quand même une grande proportion des fabricants qui opèrent en France qui continuent à faire de la publicité, qui est quand même une tendance à la baisse au fil des années, justement parce qu'au CNCT, on a l'habilité, la capacité d'agir en justice et justement de contrer un peu ce phénomène publicitaire. On a eu de très bonnes décisions récemment, mais c'est vrai que c'est quand même un travail de longue haleine parce que sur les réseaux sociaux, ça bouge très vite, il y a énormément de comptes, il y a énormément de fabricants qui ont beaucoup plus de moyens malheureusement que nous, donc ça va beaucoup plus rapidement. Ce sont surtout les réseaux comme TikTok, Snapchat et Instagram qui sont privilégiés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une audience beaucoup plus jeune. Parce que maintenant, tout ce qui est Facebook, etc., c'est quand même un réseau qui est, selon les chiffres, plus utilisé par les personnes de plus de 40 ans. Ce sont les chiffres qui le disent, pas moi. Et du coup, ils privilégient plutôt les formats visuels avec les vidéos qui permettent d'être en boucle, etc. Donc là, on a des illustrations marketing massif sur TikTok. Point quand même un peu positif, c'est qu'en France, il n'y a pas énormément d'influenceurs qui opèrent sur TikTok, mais justement parce qu'on a une réglementation qui est quand même assez forte. Mais dans d'autres pays comme aux États-Unis, c'est omniprésent et surtout pour les nouveaux produits ZYN, qui sont les sachets de nicotine du fabricant Philip Morris, qui sont très très populaires aux États-Unis. On voit toute une communauté des influenceurs qui sont rémunérés par l'industrie ou même des petits influenceurs qui au final ne sont même pas rémunérés mais qui sont juste en fait dans cette tendance un peu de mode de vie, de promouvoir des sachets de nicotine qui émergent de plus en plus. En fait, ils présentent ces produits comme vraiment des produits énergisants, ludiques, relaxants. Évidemment, il n'y a jamais la mention du côté addictif qui est mis en avant. Surtout qui sont popularisés auprès souvent d'adolescents qui sont de 11 à 15 ans, donc qui ne devraient même pas consommer ces produits-là. Mais voilà, ils sont fortement promus. Donc là, j'ai juste mis une capture d'écran. C'est un peu une mise en scène. Donc là, la personne prétend avaler ses sachets de nicotine à la cuillère tellement c'est quelque chose d'addictif. Et c'est vraiment, on retrouve des centaines et des centaines de vidéos de la sorte qui sont vraiment popularisés sur les réseaux sociaux, qui deviennent vraiment viraux, qui suivent un peu les tendances qu'on retrouve sur ces réseaux-là. Ça rappelle beaucoup aussi, même l'emballage en fait rappelle beaucoup des boîtes de bonbons, des confiseries, etc. Et avec les nombreux arômes qui sont très excentriques, ça contribue vraiment à banaliser son usage et à ne pas se rendre compte que ça reste quand même un produit qui est toxique et très addictif. Parce qu'on retrouve par exemple des arômes espresso martini, pommes, cookies, etc. Donc ça fait vraiment plutôt penser au monde de la confiserie qu'au monde de la nicotine. Également, donc, il y a des algorithmes donc, pour les réseaux sociaux. Je ne sais pas à quel point vous êtes tous familiers avec ça, mais par exemple, lorsqu'on est sur TikTok ou Instagram, on a tendance, donc c'est des courtes vidéos qui ont tendance à défiler. Et du coup, ça s'adapte un peu à notre consommation à nous. Donc, par exemple, si on est beaucoup plus friand de recettes de cuisine, qu'on aime bien regarder ça sur les réseaux sociaux, notre algorithme va le comprendre et il va commencer à nous présenter beaucoup plus des recettes, quelque chose qui est en rapport avec la nourriture. Et ça, l'industrie du tabac l'a très bien compris. Donc, ils ont une démarche délibérée de un peu modifier ces algorithmes-là pour parler aux plus jeunes, donc aux adolescents, en essayant de faire passer leurs produits, par exemple, à côté des vidéos sportives ou bien à côté des dernières tendances ou bien, par exemple, même au niveau de la santé mentale. C'est quand même un sujet qui est quand même de plus en plus prenant auprès des jeunes. Mais ils vont présenter, par exemple, les sachets de nicotine. Oh, voilà, vous vous sentez stressé, vous vous sentez anxieux, vous avez du mal à vous concentrer. Voilà, prenez nos sachets de nicotine qui sont des produits qui permettent justement de rester concentré, de vous détendre, etc. Donc en fait, tout ça, c'est une stratégie qui est vraiment très très bien pensée et qui influence en fait vraiment les jeunes parce qu'ils ont quand même tendance à suivre un peu ces tendances-là sur les réseaux sociaux. Ce sont aussi des produits qui sont promus par des jeunes influenceurs ou des influenceurs pas très connus pour un peu passer sur le radar. Donc il y a un peu ce sentiment d'appartenance à une communauté, à faire un peu comme ses pairs justement. Et ça, l'industrie du tabac l'a très bien compris. Donc ils investissent massivement au début et après ça devient un peu comme un phénomène viral. Et c'est même, en final, ce sont les consommateurs eux-mêmes qui deviennent un peu vitrines publicitaires parce qu'ils en font eux-mêmes la publicité.
Ils sont aussi sur des segments assez précis. Par exemple, il y a des forums qui sont dédiés un peu plus aux jeux vidéo, etc. Donc, c'est vraiment communautaire. C'est un ciblage qui est très marqué et ils sont un peu présents partout. Donc, on a sur certains réseaux sociaux des produits qui sont promus spécifiquement pour les sportifs, spécifiquement pour les amateurs de jeux vidéo ou autres. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez récent, mais dans lequel ils investissent vraiment énormément d'argent. Encore une fois, donc là, des vidéos qui sont mises en avant. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de montrer ces nouveaux produits de la nicotine comme des objets à avoir au quotidien. Donc voilà, dès le matin, un petit bol à la place d'un bol de céréales, on a un bol de sachets de nicotine. C'est l'accessoire aussi tendance à avoir. Donc on voit quand sur les photos, il y a sa cigarette électronique ou son sachet de nicotine. C'est vraiment l'objet à avoir dans son sac. C'est l'objet à emmener au lycée ou à la fac. C'est vraiment présenté de manière très esthétique et ça banalise complètement en fait cette consommation qui est vraiment devenue un produit vraiment du quotidien. Comme le matin, on boit son café, on mange sa tartine, là on consomme son sachet de nicotine. Ou là aussi, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais si donc à côté un distributeur, vous voyez les distributeurs de pèse, de bonbons, là maintenant on a des distributeurs de Zine, donc comme ça c'est sous la main tout de suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est devenu très, très viral ces 2-3 dernières années sur les réseaux sociaux. Là aussi, c'est une image que j'ai vue récemment. Donc, c'était aux États-Unis. Donc là, c'est vraiment quand je dis qu'ils font un ciblage très précis. Aux États-Unis, il y a quand même un peu une reconnaissance un peu différente des personnes qui s'engagent à l'armée plutôt qu'en Europe. Donc, c'est quand même des personnages qui sont un peu plus vus comme héroïques. Et du coup, il y a ça aussi, donc toutes les communautés de militaires qui mettent ça en avant, la tenue du jour à avoir à l'armée. Et on voit du coup au milieu aussi son sachet de nicotine à ne pas avoir, juste en dessous des bonbons Haribo. Donc ça, c'est vraiment des produits qui sont très très promus auprès de ce type de personnes aussi. Et ça renforce un peu le côté ces produits sont sains. Si un militaire peut le consommer, si un sportif peut le consommer, pourquoi pas moi, ça va améliorer ma concentration, etc. Donc c'est vraiment pas vu comme un produit qui est dangereux. Yves en a un peu parlé, donc je vais pas vraiment revenir dessus, mais c'est vrai que tout ce qui est arôme, etc., c'est comme une des stratégies privilégiées, et ça n'a pas changé depuis de nombreuses années. On avait les cigarettes aromatisées à la fraise, à la menthe, etc., à l'époque, qui ont été interdites. Et maintenant, ils repassent par ça pour les nouveaux produits. On a aussi des jeux concours qui sont promus. Donc, par exemple, le fabricant de tabac sur Instagram va lancer un jeu concours. Par exemple, si vous achetez X produits de notre marque, on va sélectionner quelqu'un, tirer au sort. On va vous offrir un voyage à Ibiza, on va vous offrir un ordinateur portable, on va vous offrir des consoles de jeux. Donc voilà, c'est vraiment pour interagir avec la marque et renforcer un peu justement ce sentiment de dépendance. Évidemment, je ne précise pas, mais sur toutes ces publicités qui sont déjà à la base illicites, il n'y a évidemment pas d'avertissement sanitaire ou d'interdiction de vente aux mineurs. Donc c'est vraiment des publicités qui sont triplement illégales. Là aussi, donc juste des exemples précis, parce qu'ils contactent également par SMS certains consommateurs directement sur son portable. On peut recevoir des promotions, des offres promotionnelles qui renvoient directement vers le site internet pour acheter son produit. Procédé illicite également, encore une fois. On a parlé tout à l'heure des cigarettes électroniques ou des puffs qui ont été interdites quelques mois plus tôt en France. Donc ici, ils avaient anticipé ça, les fabricants. Donc maintenant, ils ont sorti des nouveaux produits qui restent au final toujours des puffs, juste qu'elles sont vendues, on va dire, un peu en kit. Donc ça ne rentre plus dans la définition de produits jetables et qu'elles on ne peut pas remplir son liquide. Donc là, on a un exemple. Donc on achète la batterie. Dans cette batterie, il y a déjà 2 millilitres de liquide nicotiné qui sont dedans, auquel on clipse une petite fiole en dessous de 10 millilitres. Donc en fait, vu que c'est vendu séparément, ça ne rentre pas dans la définition des puffs qui ont été interdites.
Et ça se vend, sur l'emballage, c'est marqué que c'est rechargeable, qu'on peut enlever une fiole, en mettre une autre. En réalité, techniquement, c'est impossible. Nous avons essayé. En fait, une fois que la fiole est clipsée, une fois qu'elle est vidée, on ne peut pas l'enlever. Donc, ça reste toujours un produit qui reste jetable après un usage unique. Donc ça, c'est vraiment toute une gamme de produits qui ont été mis sur le marché depuis un peu avant l'interdiction et qui ont été fortement promus depuis l'interdiction pour justement maintenir un peu toute cette population qui consommait un peu ces puffs auparavant. Quelques autres exemples aussi. Donc, vous voyez du coup à gauche, c'est aussi un dispositif assez récent. Donc là, on peut consommer 4 arômes à la fois. Donc ça fonctionne un peu comme un barillet. Donc on tourne en fait l'arôme qu'on veut vapoter en ce moment. Donc on peut mettre 4 arômes différents. Donc ça, on a beaucoup de choix parce qu'ils proposent des 20, 30, voire 40 arômes différents. Et donc ça peut évoluer au fil du temps. C'est selon nos envies. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus, de cette capacité de consommer plusieurs arômes à la fois, ou, comme vous voyez tout à droite, de consommer 2 arômes à la fois. Donc pour le premier, on va juste consommer un arôme donc, en fonction du barillet rotatif, et sur le dispositif qui est à droite, c'est 2 arômes en même temps qu'on va consommer en une fois. Donc vraiment un mélange. Donc ça va à l'encontre de plusieurs réglementations. C'est que déjà, on double, je suppose, la dose de nicotine qu'on inhale. Et aussi, en termes d'arômes, ça rend aussi, c'est vraiment quelque chose de très incitatif à la consommation. Donc tout ça, ce sont des contournements qui ont été mis en place récemment en France. Donc on voit qu'ils anticipent toujours. Dès qu'une réglementation se prépare, ils trouvent le moyen d'anticiper et de contourner par la suite. Là, on va rentrer dans quelque chose qui est encore plus récent. C'est ce qu'on appelle le marketing un peu immersif et expérientiel. Ils ont tendance à sponsoriser un peu des événements sportifs comme les Coupes du Monde, etc., où ils mettent sur le marché des objets collecteurs à avoir. Ça, c'est pas trop en France et dans les pays plus à revenus faibles et intermédiaires où les réglementations sont un peu moins fortes. Donc, auprès des jeunes, ils vont mettre sur le marché des cartes collector. Donc, là, quand je dis ils, ce sont les fabricants de tabac, à l'image de leurs joueurs préférés, etc. Donc là, c'est aussi quelque chose qui a été longuement étudié et qui a été prouvé que le fait d'avoir des collections renforce un peu l'identité à une marque. Donc, ils utilisent vraiment un peu tous ces canaux pour renforcer un peu leur image auprès des jeunes et se montrer un peu comme une industrie, au final, comme une autre. Ils font aussi pas mal, ça c'était surtout pendant le confinement et le Covid, ils avaient réalisé des événements sportifs en ligne, donc en partenariat avec des courses de Formule 1. Ils avaient du coup engagé certains chanteurs ou influenceurs où il y avait des consommateurs qui pouvaient justement affronter en ligne des vrais coureurs sportifs à travers des courses virtuelles et en fonction des scores que le consommateur, enfin le joueur faisait, il gagnait certains produits de la nicotine. Ce qui était très problématique lors de tout ça, c'est qu'il n'y avait aucune vérification de l'âge en fait, de la personne qui s'opposait aux coureurs sportifs. Donc, ils ont vraiment investi toutes les plateformes différentes. Et c'est vrai que c'est vraiment un moyen un peu pour eux de casser les barrières psychologiques en se disant, voilà, si une telle entreprise fait tout ça, c'est qu'il ne met pas forcément en avant, ne vend pas forcément des produits qui peuvent être dangereux ou addictifs pour moi. Ce qu'on a aussi constaté très récemment maintenant, c'est qu'il y a un calendrier de l'Avent qui a été mis sur le marché. Donc, tous les mois, tous les jours, on a un nouveau sachet de nicotine qu'on peut goûter. Tous les matins, on commence sa journée avec un petit boost de nicotine, de différents arômes, évidemment de marques différentes. Comme ça, à la fin, on va acheter la marque qu'on préfère. Donc ça se vend, il me semble, à l'ordre de $50 à peu près. Pour l'instant, uniquement aux États-Unis. Mais voilà, c'est vraiment, ils investissent un peu l'imaginaire de Noël, même un peu enfantin, d'avoir l'attente un peu de tout ça. Encore une fois, aucune vérification de l'âge lors de l'achat. Donc voilà, ils ont toujours tendance à un peu innover, à se positionner comme une entreprise vraiment classique.
Donc là aussi, j'ai parlé un peu du sport. Comme vous le savez, Marlboro a été, il y a de très nombreuses années, partenaire des Ferrari, de la Formule 1, etc. Ils reviennent un peu sur ces courses-là, mais d'une autre manière. Comme je l'ai dit, en invitant certains jeunes ou des consommateurs à assister à des courses avec leurs coureurs préférés. Donc ça, c'est vraiment une sorte de marketing vraiment qui mène l'expérience, en fait, qui varie l'expérience et la consommation. Donc là, on a pu voir, donc c'était avec McLaren lors des dernières courses. Donc on voit des personnes qui ont été invitées, justement, donc avec Vélo, qui est marque de sachet de nicotine du fabricant de British American Tobacco. Et encore une fois, donc à la fin de ces rencontres-là, on a des petits goodies qui sont offerts avec les sachets de nicotine de la marque, etc. Donc là, ça permet vraiment de davantage encore fidéliser le consommateur. Ce qu'on a aussi, et là c'est vraiment beaucoup plus récent, c'est l'industrie du tabac a commencé à investir donc les jeux vidéo et le métaverse. Juste rapidement, le métaverse, donc c'est une sorte d'univers en 3D où on crée donc, par exemple, je pourrais créer mon personnage qui me ressemble, donc qui va être dans cet univers, on va dire mondial. Donc c'est des serveurs qui sont interconnectés et on fait tout ce qu'on fait dans la vie quotidienne, sauf que c'est en virtuel. Donc on peut assister à des concerts, on peut aller au restaurant, sauf que tout ça en fait c'est complètement virtuel. Et ça, c'est devenu vraiment des vitrines publicitaires pour l'industrie du tabac parce qu'à l'intérieur de ces univers virtuels, ils font justement la promotion de concerts ou d'objets, ou même, par exemple, on peut acheter des habits avec la marque du fabricant pour son personnage virtuel. Donc là, je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a un paquet de cigarettes qui est posé sur le comptoir. Donc ça, c'est une marque indonésienne qui a investi là-dessus, qui a investi sur cet univers-là, pour vraiment faire la promotion directe de ces produits-là. Donc voilà, on peut évidemment fumer et boire de l'alcool dans cet univers. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui est encore très très présent, parce que quelle est l'utilité au final de consommer du tabac ou de boire de l'alcool dans un univers virtuel? Mais c'est vraiment, il faut faire comme la vie de tous les jours. Aussi, l'audience qui est présente sur ce métavers, c'est quand même une audience très très jeune, adolescente. Et également, ils ont aussi investi sur comme les monnaies virtuelles également. Donc, c'est comme des tokens qu'ils ont investis. Donc, ça, c'est vraiment un objet qui est collector. C'est un peu comme une œuvre d'art, mais qui est virtuelle et qui ne peut pas être, on va dire, elle peut être vendue, mais elle ne peut pas être échangée ou elle ne peut pas être imitée. Donc c'est vraiment quelque chose de très très rare, et ça aussi l'industrie du tabac l'a bien compris. Donc ils ont fait ça, ils ont mis ça en vente justement pour avoir un peu ce côté exclusif de collection et un peu justement moderniser, légitimer un peu leur image auprès des jeunes. Donc vraiment avoir ce côté vraiment très technologie mise en avant, justement pour montrer que c'est aussi une industrie qui évolue, qu'on n'est plus maintenant dans le cow-boy Marlboro qu'on peut voir depuis des années, mais qui sont vraiment omniprésents sur toutes les plateformes là, et qu'ils évoluent évidemment avec leur temps, mais aussi pour plaire aux plus jeunes. Donc là aussi encore des illustrations avec des captures d'écran dans certains jeux vidéo. On voit aussi des personnages qui fument, ou également où le fait, par exemple, dans certains jeux vidéo, le personnage principal, s'il va fumer, il aura des compétences ou des pouvoirs positifs pendant un certain temps. Donc ça, c'est un peu aussi ironique si on y pense. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas nécessaire. Et c'est vraiment positiver en fait la consommation de tabac. Même si c'est virtuel, on peut penser que c'est inoffensif, mais en fait, ça normalise vraiment toute cette consommation de tabac. Et c'est vu comme quelque chose de positif. Donc là, ça ne concerne pas seulement le tabac, mais aussi l'alcool. On va avoir le personnage, en tout cas dans le jeu vidéo, va avoir des compétences positives s'il boit, s'il fume, etc. Sur quelque chose un peu différent, mais qui reste quand même du marketing, c'est ce qu'on appelle aussi le greenwashing. Donc là, c'est le fait pour une industrie, souvent une industrie un peu controversée et polluante, de dire que ces actions ou les objets qu'elles vendent sont respectueux de l'environnement, alors qu'en réalité ne le sont pas du tout. Et ça, ils l'ont bien compris, les industriels du tabac, c'est que les jeunes sont quand même beaucoup plus réceptifs de nos jours à l'environnement et à la protection de l'environnement.
Donc, ils insistent sur le fait que ces nouveaux produits, donc les produits du vapotage, les sachets de nicotine, sont beaucoup plus respectueux de l'environnement que les cigarettes classiques. Même si là aussi, avec la question des filtres qui se posent, donc ils mettent sur le marché des filtres qui disent biodégradables. En réalité, aucun filtre n'est biodégradable. Il y a toujours la nicotine et les produits dangereux qui restent dedans. Mais pour les produits du vapotage, les sachets de nicotine, donc on a remarqué aussi des sites qui mettent ça en avant, justement, et c'est leur principal argument, c'est vraiment que ces produits sont respectueux de l'environnement. Donc là, ce qu'on voit à gauche en bas, c'était une vidéo sur un site vendant des sachets de nicotine qui vraiment incitait à jeter son sachet de nicotine par terre. Pourquoi ? Parce qu'il va se décomposer dans la terre, dans la nature, sans problème. En réalité, ça n'indiquait pas du tout qu'il y avait encore des microplastiques, qu'il y avait encore des résidus de nicotine et autres, ou des solvants et des arômes. Mais voilà, donc là, c'est encore pire parce que ça banalise vraiment ce geste en plus de jeter ces déchets au sol. Il y a une étude danoise d'ailleurs qui est sortie récemment qui a indiqué que ces produits, les sachets de nicotine, sont très nocifs pour l'environnement, justement parce qu'il y a encore tous ces résidus de microplastiques et qu'il y a toujours, même si on consomme le sachet et que la nicotine s'imprègne, il y a toujours des résidus qui restent et qui sont un danger au final pour l'eau, pour la faune, pour la flore, etc. Mais ça, c'est un argument qui est vraiment très, très mis en avant en ce moment. Et également pour les cigarettes électroniques en disant venez, vous pouvez venir les recycler dans les bureaux de tabac, etc. En réalité, il y a des études qui ont été faites. Les cigarettes électroniques ne sont pas ou est très peu recyclées parce que c'est très difficile de séparer toutes les parties, en fait, surtout sur des systèmes fermés. Il y a des diodes luminescentes, il y a encore toujours des résidus, il y a toujours des métaux lourds, etc. Donc c'est un déchet qui est vraiment toxique et dangereux. Et en fait, il n'y a toujours pas les capacités en place pour recycler ces produits-là. Et souvent, en fait, il n'y a même pas d'indication. Donc là, les gens, généralement, les jettent un peu avec les déchets ménagers. Mais voilà, ça, c'est juste un argument pour dire que ce sont des industries responsables qui pensent non seulement à la planète, mais à la santé du consommateur. Yves en a un peu parlé. Une autre stratégie, c'est maintenant les nouvelles molécules. Donc, comme la métatine qui est arrivée en France il y a bientôt 1 an. Donc là aussi, c'est assez marrant parce qu'ils ont un site en France où ils indiquent sur le produit, donc vous savez quand vous achetez un produit de tabac ou de la nicotine, marqué attention, ce produit contient la nicotine, il est addictif, etc. Là justement, c'est le contraire, c'est attention, ce produit ne contient pas de nicotine. Donc en fait, ils le mettent en avant comme un argument marketing, justement pour dire, vous voyez, ce produit contient pas de nicotine, il n'est pas addictif, allez-y, vous pouvez le consommer. Donc c'est vraiment promu comme un produit qui est clean, qui est propre, qui n'est pas nocif, qui est vraiment cette alternative, comme ils veulent le dire, à la nicotine, avec les mêmes effets. Donc, comme Yves l'a dit, c'est pour contourner un peu les réglementations de plus en plus dures sur la nicotine. Il s'est promu sur les réseaux sociaux par des influenceurs français. Donc voilà, là c'est une capture d'écran. Je n'ai pas mis la vidéo complète dans la présentation, mais donc cette personne-là faisait la promotion de ces sachets à la métatine en disant que c'était idéal avant un match de foot, que ça augmentait la concentration, la capacité, etc. Que ce n'était pas du tout dangereux, pas du tout addictif. Donc là, c'est vraiment une publicité qui est mensongère. Et évidemment, ces influenceurs ne font jamais, ils disent jamais acheter ce produit. Ils en font juste l'apologie et discrètement, ils vont dire au fait, il y a un petit code promo dans ma bio si vous voulez, ou bien il y a des produits offerts. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez présent en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc on arrive à la fin. Je pourrais encore parler pendant longtemps de toutes ces nouvelles stratégies, mais on va en rester là. Donc on a quand même certaines recommandations au niveau du CNCT et des autres associations. C'est vraiment d'interdire au préalable la mise sur le marché de ces produits-là, parce qu'on a bien vu qu'une fois que ces produits sont sur le marché, c'est très compliqué de les faire interdire. On a vu ça avec les puffs, donc les cigarettes électroniques jetables, qui sont arrivées en 2020-2021. Ça a mis 2-3 ans à les faire interdire, parce qu'une fois que ces produits sont bien implémentés sur le marché, c'est très compliqué de revenir dessus. C'est aussi d'élargir cette réglementation à tous les analogues de la nicotine, justement, parce qu'ils opèrent de la même manière sur les récepteurs dans le cerveau. Donc c'est vraiment aussi inclure toutes ces molécules et celles à venir dans la réglementation sur la nicotine.
c'est toujours assurer une veille assez constante de ces nouveaux produits parce que ça évolue très, très rapidement. Mais aussi anticiper les nouveaux espaces. Donc, je vous ai montré le métaverse. Donc, ça, en France, ce n'est pas encore présent, mais c'est quelque chose qui va forcément arriver. Et on le voit, en fait, quand ça arrive dans des marchés émergents où il y a moins de réglementation, ça va arriver en Europe d'ici 1 ou 2 ans. Ah oui. Et également, c'est aussi ne pas avoir, pour moi c'est assez important, de ne pas avoir un discours ambigu sur la nicotine et essayer aussi de comprendre que quand les produits qui sont promus par l'industrie du tabac et de la nicotine, c'est vraiment dans une consommation récréative, c'est pas du tout dans un objectif de sevrage pour le fumeur. Ça, c'est très très important, c'est qu'eux, ils cherchent juste à faire du profit et à maintenir la dépendance, à recruter de nouveaux consommateurs. Donc il y a vraiment cette nécessité de reconnaître ces nouveaux produits-là, de les connaître, de bien les assimiler, de se rendre compte en fait que c'est juste une nouvelle stratégie marketing. Et voilà, je crois que je touche à la fin. Merci. Des questions ? N'hésitez pas, on a prévu un temps de questions, échanges. Et s'il y a des questions aussi en ligne, on donne le micro pour les gens qui sont en visio. Oui, bonjour. Moi, je voudrais avoir quelques informations sur le fait que les push zines ont obtenu en fait autorisation d'être vendus aux États-Unis. Est-ce que vous savez pourquoi comment ils ont réussi à faire passer ça en fait ? Merci pour votre question. Alors oui, c'est vrai que ce sont les seuls produits oraux au final de la nicotine qui ont obtenu une autorisation aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, donc c'est la FDA, la Food and Drug Administration, qui réglemente un peu tous ces produits du tabac et de la nicotine. Pendant longtemps, en fait, ces produits ont été interdits et ils ont un processus de vérification. Et la FDA a considéré que les sachets zine ne posaient pas forcément un risque sur la santé pour les gens qui voulaient arrêter de fumer. Donc c'est un examen qui a été très minutieux, qui a été mis en place. Concrètement, alors pourquoi juste cette marque a été autorisée et pas les autres, je ne pourrais pas le dire, mais c'est surtout que la FDA a pris beaucoup de retard dans l'examen en fait, de tous ces produits-là. Ils ont des millions de demandes actuellement à regarder. Et ça aussi, c'est une stratégie de libérer l'industrie du tabac, c'est d'inonder justement la FDA de demandes justement de commercialisation. Comme ça prend du temps. Et eux estiment qu'à partir du moment où ils n'ont pas reçu l'autorisation, ce n'est pas un refus non plus. Donc s'il n'y a pas de refus, on peut commercialiser. Voilà, c'est vraiment jouer sur les mots. En gros, c'est pas du tout la vérité. Mais voilà, donc pour Zine, ça a été en effet vraiment examiné et ils ont considéré qu'il n'y avait pas un danger renforcé, on va dire, pour les consommateurs. Et c'est un peu comme les tabacs chauffés à IQOS où ils avaient indiqué que c'est un risque modifié, que ce n'est pas sans risque, mais c'est un risque modifié par rapport aux produits du tabac classique. Et ça, en fait, donc c'est autorisé à l'échelle fédérale, mais vu au niveau des États, ce n'est pas forcément toujours accepté. Il y avait des États qui étaient déjà allés beaucoup plus loin que la réglementation de la FDA et qui avaient par exemple interdit déjà les arômes pour les sachets de nicotine. Donc dans ces États-là, en fait, les sachets zine normalement ne sont même pas autorisés. Mais ils se disent que vu qu'on a une autorisation fédérale, on peut les commercialiser. Donc en fait, en ce moment, il y a énormément de batailles judiciaires au niveau des États parce que bon, c'est officiellement reconnu et autorisé à l'échelle des États-Unis, mais certains États comme la Californie sont allés plus loin et ont interdit du coup à leur échelle ces produits-là. Voilà, je ne pourrais pas vous expliquer exactement pourquoi juste ces produits ont été autorisés, mais ça a été vraiment l'examen minutieux en fait de ces produits-là, donc qui a un risque modifié. Et pour l'instant, ce sont vraiment les seuls. Je ne sais pas si Yves, vous voulez rajouter quelque chose sur cette question. Non. Voilà. Désolée, j'espère que ça a un peu répondu à votre question. D'autres questions ? Ou à distance ? Non, apparemment, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de question. Moi, j'en aurais une peut-être. Qu'est-ce qu'une collectivité territoriale peut mettre en place en termes de communication auprès de ces jeunes publics, que ce soit une ville, un département, une région, qui touche les collèges, les lycées, les éducateurs de MJC ou de sport, enfin peu importe le secteur. Quel message on pourrait amener à nos jeunes là-dessus qui pourrait être percutant, qui pourrait les amener à justement ne pas consommer ce genre de produits? Le meilleur message, c'est vous êtes manipulés. Les jeunes, en général, les êtres humains n'aiment pas être manipulés et pris pour des cons. Et là, les jeunes, encore plus, et en particulier par rapport à l'industrie du tabac qui les manipule dans un objectif purement commercial. C'est-à-dire la consommation de nicotine, ça n'apporte rien à l'individu. Et donc, le seul argument, c'est l'argument commercial, et je te manipule pour que tu achètes mon produit, que tu viennes dépendant à mon produit, et après, tu achèteras mon produit. Et ça, c'est l'argument principal qu'on peut utiliser pour les jeunes. Après, l'argument de la santé, contrairement à ce qu'on dit, ils y sont quand même sensibles aussi. Donc, c'est un argument qu'on peut développer pour qu'ils l'aient au moins en tête. Oui, je suis d'accord pour la santé, et aussi ne pas aussi juste se focaliser sur la santé, même si c'est quand même le plus important, mais également tout ce qui est l'aspect environnemental. Donc ça, ils y sont quand même beaucoup plus réceptifs, et on l'a bien vu. Et c'est vrai que quand on passe par cet angle-là, et aussi justement prouver et montrer que les nouveaux produits de la nicotine ne sont pas moins dangereux pour la planète, ça aussi c'est quelque chose qui fait écho, on a pu le constater. Et également, ce qui peut être fait, c'est vu que les fabricants de tabac investissent massivement les réseaux sociaux, c'est que nous aussi on les investisse, mais avec des contre-messages. Ce qui est un peu plus compliqué, car comme je l'ai dit, eux ont des moyens colossaux face à nous, donc on a un peu plus de mal à se faire entendre. Merci, on va étudier cela. Et du coup, pour rebondir sur ce qui a été dit, ça veut peut-être dire aussi à toutes les actions de prévention, de santé publique France, etc., d'investir ces nouveaux modes de communication qui touchent particulièrement les jeunes, et de pouvoir réussir à infiltrer ces réseaux aussi. Enfin, c'est peut-être quelque chose d'envisageable, ou est-ce que ce serait des moyens vraiment trop coûteux pour... Enfin, on ne sera jamais à la hauteur des fabricants de tabac, mais pour aller au moins sur ces nouveaux modes de communication auprès des jeunes? Je peux déjà commencer. L'INCa l'a fait justement plutôt dans l'année où ils ont investi à travers des spots pour un peu montrer que c'était pas uniquement le tabac, mais que la consommation de produits nocifs, donc là on rentre de nouveau dans les déterminants commerciaux de la santé, mais tabac, alcool, mauvaise alimentation, sédentarité conduisaient à l'explosion de maladies non transmissibles et de cancers, même chez les jeunes. Parce que là, les récentes études montrent qu'il y a une explosion de nombreux cancers chez des personnes jeunes, même des trentenaires. Et justement, donc ça, ils l'ont pas mal investi. Donc, ils ont fait une campagne un peu là-dessus, justement. Donc, c'était sur Instagram et TikTok pour montrer justement un peu les bons exemples à suivre, mais aussi sur Facebook pour les personnes, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, un peu plus âgées de 40 ans et plus. Mais voilà, ça, c'est pour eux. Mais oui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut investir davantage, et on commence un peu à l'intégrer. Et c'est vrai que des agences de santé comme Santé publique France ou l'INCa, qui ont quand même un peu plus de moyens, devraient être sur ce créneau. Oui, puis il y a d'autres moyens, comme par exemple la bande dessinée. Il y a une bande dessinée qui est sortie récemment qui s'appelle, le titre c'est La Vape. Dites-moi, aidez-moi. Non, Le goût du mensonge, voilà, c'est ça. Et qui est une bande dessinée qui est extrêmement bien faite, qui est destinée aux adolescents et qui décrit une adolescente et un adolescent qui découvrent les cigarettes électroniques, qui découvrent les arômes, qui font une enquête et qui arrivent à la conclusion qu'il y a une super manipulation par le biais des arômes pour hameçonner les jeunes adolescents pour qu'ils deviennent dépendants à la nicotine. Et donc ça, vous pouvez l'acheter au Hall du Livre, par exemple. C'est
bande dessinée qu'on peut offrir pour Noël aux jeunes. C'est bien fait. Oui, autrement, sur les nouveaux modes de communication envers les jeunes sur les addictions, Addiction France a lancé un dispositif sur Instagram et TikTok qui s'appelle AddicTok. Et donc, c'est un dispositif qui est animé par des jeunes, avec un discours de jeunes, des vidéos courtes, sur l'ensemble des addictions, bien évidemment le tabac, mais aussi l'alcool, les jeux d'argent également. Et donc, l'idée, c'est, une fois qu'on a informé les jeunes avec leurs propres mots, avec des films, des petits clips qui sont construits, réalisés par des jeunes, eh bien, ça peut déboucher au travers de la plateforme Discord sur une discussion entre jeunes. Et ensuite, éventuellement, on les met en relation avec des CJC pour qu'ils puissent éventuellement commencer à ouvrir une discussion avec un professionnel de santé. Et je voudrais aussi juste rajouter, outre la dénormalisation un peu de tout ça et la prévention, on arriverait aussi beaucoup plus à réduire cette consommation si on avait un bon respect de la loi. Et comme Yves l'a indiqué au préalable, la plupart, contrairement aux idées reçues et ce qui est mis en avant, la plupart des jeunes se fournissent en fait chez leurs buralistes. Donc à partir du moment où il y a un non-respect de cette loi et qu'ils arrivent toujours à se procurer très aisément du tabac et de la nicotine, on n'arrivera pas forcément à changer les choses. On est dans le bon sens quand même. Il y a eu un meilleur respect de la loi depuis 2021. Mais voilà, c'est toujours très présent et en termes de publicité également, en fait, qui est complètement interdite. Et c'est justement, en France, on a quand même une bonne réglementation, mais le problème, c'est qu'on ne la respecte pas. Donc à partir de ce moment-là, si c'est pas respecté, ça ne fonctionne pas. Et on a vu en Suède, ils ont un peu la même réglementation anti-tabac, qui est beaucoup plus respectée. Et là, on a en effet une consommation qui est beaucoup plus faible, mais même si on a d'autres soucis, d'autres problèmes avec le snuff. Mais c'est clair, ce qui est surprenant, c'est qu'actuellement, la vente de cigarettes électroniques et de recharge de nicotine est libre sur Internet, c'est-à-dire que ce n'est pas interdit. Vous ne pouvez pas acheter de tabac normalement sur Internet. Si vous achetez du tabac, c'est illégal. Mais c'est parfaitement légal d'acheter des cigarettes électroniques et des recharges. Bien évidemment, personne ne contrôle l'âge du consommateur. Et d'ailleurs, les fabricants de cigarettes électroniques, qu'ils soient les grands ou les petits, la main sur le cœur, disent qu'ils veulent absolument qu'on poursuive cette vente libre des cigarettes électroniques sur Internet, qui est un véritable scandale. Parce que même si l'interdiction d'un produit à la vente sur Internet n'est pas efficace à 100%, c'est quand même en grande partie efficace. Donc il ne faut pas s'interdire, et ça c'est quelque chose au CNCT pour lequel on se bat, d'obtenir l'interdiction de la vente des cigarettes électroniques et des recharges sur Internet. Et puis ce qui est le plus efficace, c'est l'augmentation des prix. Ça, alors là, il n'y a pas photo. Si on veut que les jeunes n'entrent pas en tabagisme et que les plus anciens arrêtent de fumer, eh bien, c'est très simple. Il faut augmenter régulièrement, de façon significative, les prix par le biais des taxes. Mais ça, actuellement, c'est ce qu'a fait d'ailleurs Macron donc, pendant son premier quinquennat. Ça explique en grande partie la chute de consommation. Mais maintenant, les prix sont stagnants, donc on peut craindre soit une stabilité de la consommation, soit une reprise légère de la consommation. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, remarques? Au niveau de la régie, il n'y a personne en visio, en question? Il n'y a pas de questions? Très bien. Juste une petite question, mais on aura peut-être les chiffres d'ici janvier-février, j'imagine. Dans le cadre de Moisson Tabac, justement, est-ce qu'on a aussi des personnes qui fument des cigarettes électroniques, qui souhaitent arrêter cette cigarette électronique et qui s'inscrivent dans Moisson Tabac, où ça ne concerne que des fumeurs de cigarettes, on va dire, traditionnelles? Au départ, le Moisson Tabac était bien évidemment ouvert aux gens qui fumaient du tabac, des cigarettes avec du tabac, mais on a ouvert également aux cigarettes électroniques,
parce que dans l'addiction à la cigarette, il y a d'abord l'addiction physiologique à la nicotine et aussi l'addiction comportementale qui fait qu'on garde un réflexe qui est d'allumer une cigarette après la pause café, par exemple. Et donc, avec la cigarette électronique, ces gens gardent cette habitude comportementale. Donc, on essaie de les orienter vers des professionnels de santé, vers un tabacologue, pour essayer de perdre également cette habitude qui va, si elle est réduite, éviter de rechuter et de retourner vers le tabac par la suite. Merci. Donc ça permet aussi aux fumeurs de cigarettes électroniques, via Moisson Tabac, de pouvoir se passer de ce mode de consommation addictif. L'objectif, c'est 0 tabac et 0 nicotine. Ça, c'est clair. Parce que la cigarette électronique, à moyen terme, voire à long terme, c'est pas bon pour la santé. C'est clair. C'est démontré. Oui, c'est important de le rappeler parce que parfois, le doute plane. Et donc, c'est important de rappeler. Les commerçants ont intérêt à faire planer le doute, puisque les industriels du tabac, depuis 50 ans, disent que leur métier, c'est de fabriquer et de faire circuler du doute. Et donc, ils l'ont fait pour le tabac, ils le font pour la cigarette électronique, les sachets de nicotine et tutti quanti.